J'étais là mais j'ai pas vu. Avec la radio, il est où l'avion? La première livraison des Dragons 29 a eu lieu en septembre 2002. Et le C-145, eh bien, il tire son nom de EC Eurocopter. Il sera remplacé très prochainement par l'H-45 de Airbus Hélicoptère. Et cet hélicoptère, on l'a dit, 29, eh bien, il vient de la base de Quimper. La base de Quimper, elle a été créée en 1963. C'est l'une des plus anciennes bases de la sécurité civile en France. Elle a vu défiler le BL-47, les Alouettes 2 et 3, puis le Dauphin, et opère aujourd'hui donc avec ce magnifique EC-145. Pour la petite histoire, vous avez vu cet hélicoptère il n'y a pas très longtemps à la télévision, mais avec d'autres couleurs, celle de la gendarmerie nationale, pour transporter le terroriste Mohamed Amra.
Alors le travail de cet hélicoptère, c'est un travail en équipage entre le secouriste qui descend, le treuilliste et le pilote en géostationnaire. C'est un véritable travail d'équipe à 3. C'est là pour la photo du Centaure. Mesdames et messieurs, la patrouille de France 2025. Comme chaque année, la patrouille de France a créé une nouvelle série en changeant un tiers de ses pilotes et la place de chacun. Cette année, les deux intérieurs au plus proche du leader sont les capitaines Klein et Rezé, respectivement Athos 2 et Athos 3. Tous deux ont réalisé leur carrière sur différents types de Mirage 2000 avant d'intégrer la Grande Dame. Il effectue sa 3e année au sein de la patrouille de France. Le capitaine 3, Athos 7, est extérieur gauche. Ce pilote expérimenté a effectué sa carrière opérationnelle sur Mirage 2000 et Rafale avant de devenir instructeur sur Alpha Jet. Il vole tout au bout à gauche de la formation en fumée rouge. Volant à moins de 2 mètres derrière le leader dans certaines formations, se trouve Athos 4, le commandant Baudouin, charognard de la patrouille de France 2025. Ce pilote de Rafale est en première année au sein de l'équipe. Il s'inscrit dans les traces du leader, en vol comme au sol, afin de s'en inspirer et devenir à son tour leader l'an prochain. Amenés par les intérieurs, les ailes de patrouille se laissent reculer pour vous présenter cette magnifique formation signe. La démonstration que vous regardez est le fruit d'un travail acharné durant la période hivernale. D'octobre à mai, la patrouille vole 2 à 3 fois par jour et effectue 2 séances de sport quotidiennes sous la responsabilité de l'adjudant Bruno, qui suit l'équipe pour sa 3e et dernière année. La patrouille va maintenant passer de la formation moyen relax à la formation losange. Le commandant Baudouin, Athos 4, va se retrouver tout à l'arrière de la patrouille pour cette séquence. La gauche. La figure suivante est une nouveauté de la saison 2025. En fusionnant avec le noyau du box avant, le charognard va scinder le box arrière en particules isolées. C'est la fission, en hommage à tous les militaires qui assurent en permanence la mission de dissuasion.
Chaque année, les équipiers les plus expérimentés, à savoir Atos 5 et 7, épaulent le leader dans la conception de la démonstration, en piochant parmi un panel de figures référencées au cours des années précédentes, en y rajoutant des nouveautés afin de créer un enchaînement unique. Les 4 appareils du box arrière vont se séparer face à vous de manière extrêmement dynamique. Amené par le capitaine Godet, Atos 5, pilote de Mirage 2000-5 et instructeur sur Alpha Jet, il est le premier solo de la patrouille de France 2025. Pour la petite histoire, le capitaine Kiran et le capitaine Amara sont issus de la même promotion. Ils sont entrés le même jour dans l'armée de l'air il y a 20 ans. Atos 7 et 8 effectuent immédiatement un demi-tour serré à 6G pour se retrouver de nouveau face à face pour ce croisement backstage. Attention pour le croisement. Et top! Cette figure met à l'honneur tous nos mécaniciens, sans qui rien de tout ce que vous voyez aujourd'hui ne serait possible. En 2003, 2.8 en piqué, top. Jusqu'à l'arrivée de l'Alpha Jet en 1981. Éclatement, top, top et top. Il faut savoir qu'à l'âge de 14 ans, deux médecins lui disent qu'il ne pourrait jamais être pilote de chasse à cause d'une légère perte de l'audition sur la fréquence au niveau de l'oreille droite. Alors justement, ne l'entendant pas de cette oreille, pour le jeu de mots, il décide de poursuivre ardemment en passant par le vol à voile, c'est-à-dire les planeurs, et les sélections, avec une motivation même renforcée suite à ces propos de ces médecins. Et le jour de la prévisite, lors de la visite médicale au CEPN, qui est le centre d'expertise militaire du personnel navigant, il était pile poil à la limite et c'est passé crème comme on dit. Comme quoi, il faut toujours se battre jusqu'au bout et surtout se donner les moyens de son ambition, d'aller le plus loin possible, d'y croire. Jérémy, aujourd'hui, totalise plus de 15 000 heures de vol. Il est pilote de chasse, il est aussi pilote d'essai et il est aussi pilote de ligne. Il a volé sur 100 appareils différents
Alors, sa première partie de carrière, c'était pilote de chasse dans l'armée de l'air. À ce moment-là, c'était pas l'armée de l'air de l'espace. Pilote de chasse sur Mirage 2000C, Mirage 2000D et aussi sur Rafale. Il a fait plusieurs théâtres d'opération sur Mirage 2000D. Ensuite, il a rejoint l'EPNER. L'EPNER, c'est l'école du personnel navigant d'essai et de réception qui appartient à la direction générale de l'armement. Et le rôle au sein de l'EPNER, c'est donc de faire des essais avec les appareils ou pour tester des nouveaux instruments. Il a une carrière militaire de 17 ans. La production des Dauphins prend fin le 21 janvier 2022 avec le dernier appareil qui a été livré aux douanes espagnoles. C'était un appareil qui s'est exporté assez facilement. Au sein de la Marine nationale, le Dauphin qui se présente face à vous est détaché en métropole, mais aussi en outre-mer et aussi sur les porte-avions. Leur mission, secours, protection, intervention en mer, sauvetage aussi en mer, lutte contre les trafics illicites, la formation. Ils sont basés au sein de la flottille 34F de la base aérienne navale l'enveloppe publique et 35F sur la base aéronavale de Hyères. Et lorsqu'ils utilisent leur travail, c'est pour déposer un plongeur qu'on appelle le plouf, ou dans certains cas le CHT, dans la marine nationale. Et ce fenestron, il a une histoire. Sur ce fenestron, sur le rotor d'anticouple, les pales ont une distance toujours différente. Et cela vient d'une tâche ménagère qu'a eu à faire l'ingénieur en charge de la conception des fenestrons chez Airbus. L'aspirateur chez lui était en panne et sa femme lui a demandé de le réparer. Il a ouvert cet aspirateur et a constaté que les pales du rotor étaient toutes à une distance différente. Il a cherché à en comprendre l'utilité et il a rapidement compris que c'était effectivement pour réduire le bruit de l'aspirateur. Il a décidé d'appliquer le même principe sur les hélicoptères et c'est pour ça que si vous regardez à l'arrêt les pales d'un rotor anticouple dans un fenestron, vous verrez qu'elles n'ont pas la même distance entre elles. Alors pour ça, il faut vous raconter une histoire. Dans les années 50, il y avait un pilote d'hélicoptère sur un porte-avions américain qui regardait les mouvements des chasseurs, les décollages et les atterrissages. Un des chasseurs a eu un problème avec son avion au décollage et l'avion s'est retrouvé à l'eau. Le pilote d'hélicoptère n'a pas réfléchi, il a sauté dans son hélico et il est allé chercher le pilote qui était en train de s'extraire de son cockpit. Ce pilote avait pour prénom Pedro. Aujourd'hui, le Pedro, c'est l'hélicoptère qui tourne autour du porte-avions, de tous les porte-avions, de toutes les flottes. C'est le premier qui décolle et le dernier qui se pose. Il est là pour sauver les pilotes qui sont catapultés et qui peuvent rencontrer un problème et qui peuvent se retrouver à l'eau. Alors, vous pouvez voir face à vous la démonstration. Elle consiste en un treuillage d'une personne blessée et nécessite une évacuation héliportée. Le travail se fait en équipage et est particulièrement prégnant sur cette manœuvre. Le pilote n'a pas de visuel sur la zone de dépose ainsi que sur la fin de la manœuvre. Le treuilliste apporte donc à la voie toutes les corrections nécessaires pour rejoindre et surtout maintenir la position tout en descendant. Le plongeur que vous distinguez au bout du treuil sur la zone de dépose. Une fois déposé, le plongeur sécurise l'arrivée de l'équipe médicale puis les assiste pour conditionner le patient dans une civière. Pendant ce temps-là, l'hélicoptère s'éloigne de cette zone pour les laisser travailler et puis économiser aussi un petit peu son carburant en vitesse d'attente. Lorsque le patient, la personne à secourir, est conditionné, l'hélicoptère se représente et assure la récupération à la fois du patient, de
l'équipe médicale et de Plouf. Le Plouf, souvenez-vous, le plongeur. Et durant cette période en 2024, il a participé à l'évacuation de ressortissants français à Haïti. Il totalise, lui, 700 heures de vol. Là, vous le voyez parfaitement, le dauphin avec sa forme reconnaissable, ce petit nez allongé, et qui se passe devant vous, mesdames et messieurs. Pour la marine, le premier vol remonte à 2000 et les premières livraisons remontent à 2010, ce qui en fait un hélicoptère extrêmement moderne dont le rôle est de protection de la force navale. Ces commandes de vol sont électriques, c'est une révolution dans le monde de l'aviation, ces commandes électriques qui sont apparues dans les années 60 sur les premiers appareils. Sa cellule est composée de fibres de carbone et de fibres de verre. C'est un hélicoptère composite, ce qui rend sa trace radar un peu moins détectable. Sa masse maximum au décollage, elle est de 11 tonnes. C'est quand même un appareil extrêmement massif. C'est l'équivalent d'une dizaine de voitures pour situer. Le train est renforcé pour pouvoir se poser sur la plupart des navires de guerre. Alors parlons un peu des missions opérationnelles du NH90 Caïman. C'était un hélicoptère qui a été créé en 2000. Il a été livré pour la première fois en 2010 dans la Marine nationale. Il remplace progressivement les LAX et les super frelons qu'on a parlé tout à l'heure, qui avaient déjà été retirés du service actif dans la Marine nationale. Aujourd'hui, elle en compte 27. Ses principales missions sont la protection de la force navale avec des capacités de lutte anti-sous-marine à partir de frégates. Elle lutte contre le terrorisme maritime et aussi apporte le soutien à les dissuasions nucléaires basées à l'île Longue. Vous pouvez agiter les bras, mesdames et messieurs, pour saluer les pilotes. Et vous pouvez observer effectivement la dextérité aussi du pilotage. Il allume le phare. Toujours dans l'émission, des missions de transport, à la fois à partir de la terre, mais aussi à partir des bâtiments, puisque il y a cette capacité d'appontage, de service public, la sauvegarde, le sauvetage, et il opère depuis les frégates multimissions qu'on appelle les FRET. C'est un hélicoptère qui est reconnu par les Américains et nos alliés, et puis dans un autre sens, il est redouté par nos adversaires et nos compétiteurs. N'hésitez pas à faire les photos, c'est une patrouille historique qui se présente à vous, avec l'Atlantique 2 évidemment, le Paris et le Fokker Magister. C'est peut-être une image assez rare que vous voyez là, mesdames et messieurs, donc filmez, faites de belles photos. Voilà, et donc pour continuer sur la présentation des avions, donc l'Atlantique 2, effectivement, c'est une patrouille extraordinaire. On ne l'a réalisée que la semaine dernière à La Ferté pour la première fois. Et la patrouille justement qui se présente à vous, elle fait ce lien magnifique, et merci pour cette intervention, elle fait ce lien magnifique entre les pilotes d'aujourd'hui et les pilotes d'hier, et ce sont ces passionnés qui font vivre le Zéphyr, le Fouga Zéphyr et le Morane Saunier Paris autour de l'Atlantique 2, toujours en opération avec des pilotes d'actifs d'aujourd'hui. Voilà, ce sont à la fois des passionnés et des opérationnels qui sont au sein de cette patrouille. Là, je vous dis, il y a des belles photos à prendre parce que c'est une image qui n'est pas courante et comme on nous l'a dit tout à l'heure, c'était la première fois qu'il se présentait à La Ferté et donc la deuxième fois que cette patrouille se présente face à vous. La patrouille. Et séparation. Cette séparation, on retourne un petit peu dans les années 50 avec ces deux avions à réaction. La France était encore marquée par les blessures de la Seconde Guerre mondiale. La mise en gaz de cet appareil mettait plus de 7 secondes. C'est-à-dire que vous mettiez les gaz à fond et vous attendiez 7 secondes avant d'avoir la pleine puissance. Imaginez si vous arrive la même chose sur votre voiture. Vous appuyez sur l'accélérateur
et il se passe 7 secondes avant que le moteur accélère. C'est exactement ce qui se passe avec ces avions-là. Il était donc primordial d'anticiper. Et en parlant de moteur à réaction, comment ça fonctionne un moteur à réaction? Eh bien, c'est une suite d'étages bien orchestrés qui vont créer, comme son nom l'indique, de la réaction. L'air entre dans le réacteur à très grande vitesse, il est aspiré. Il passe dans un compresseur qui va le comprimer et il est envoyé dans une chambre de combustion. Cette chambre de combustion va chauffer l'air et elle va l'éjecter également à très grande vitesse, ce qui va permettre de pousser l'avion. Imaginez, vous avez une trottinette ou un skateboard, vous gonflez un ballon de baudruche, vous décidez de le lâcher par l'ouverture, vous allez être éjecté vers l'avant si vous le dirigez vers l'arrière, bien entendu. C'est exactement la même chose. Et c'est la différence avec l'hélice. Le système hélice, il est devant. Et là, l'autre image qu'on peut faire, tu as bien illustré avec le ballon baudruche, vous gonflez, vous lâchez, le ballon part dans tous les sens. Mais c'est ça qui fait la propulsion. Eh bien, pour l'hélice, c'est l'inverse. Vous imaginez un tire-bouchon que vous enfoncez dans un bouchon de liège. Et évidemment, quand vous tirez, eh bien, c'est vous tirez vers l'avant. Et donc, l'avion, il est propulsé vers l'avant dans cette phase. C'est ce que tu signalais tout à l'heure. Alors maintenant que tu as parlé du Fugaz Zephyr, il est dans une configuration atterrissage, appontage sur porte-avions. Comme l'a dit Cyril tout à l'heure, c'est le couteau suisse de la marine. Il est là pour faire de la patrouille maritime, mais il est là également pour faire des missions de défense. Et vous voyez ce petit passage. À côté du LAVTAC se trouve le TACO, c'est le coordinateur tactique. Et encore à côté, on retrouve un radariste qui est en charge de l'exploitation d'un radar que l'on appelle le Searchmaster. Un modèle emblématique de l'aviation légère française. Et Condor, pourquoi Condor? Condor, c'est tout simplement l'indicatif radio des Cap 10 au sein de l'escadrille 50S. Alors le Cap 10, c'est un appareil monomoteur et il a une histoire un petit peu singulière. Dans les années 60, la France avait des difficultés pour gagner les championnats du monde de voltige. Le savoir-faire de la voltige s'était un petit peu perdu avec l'avènement aux États-Unis notamment d'avions qui permettaient de moderniser cette pratique. Il y a un homme qui s'appelle Auguste Mudry qui a fait ce constat et qui a souhaité refabriquer des champions du monde de voltige. On a 3 avions, on a l'Alpha-Jet de la Patrouille de France, on a un Mirage 2000 et on a aussi un Cap 10. Parce que le Cap 10, c'était l'ancien avion de voltige dans l'armée de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, ce sont les Extra 330. Et ce Cap 10, on l'a transformé en simulateur de vol. Donc lorsqu'on se déploie, les personnes peuvent piloter ce Cap 10. Aujourd'hui, les
Les avions de voltige, ce sont des appareils qui sont bien souvent réalisés en matière composite, souvent de la fibre de carbone légère et résistante. Et bien ce Cap-10, pourquoi ne ferais-je pas des couples, mais avec moi dedans? Et on va dire c'est comme ça qu'a commencé l'idée même de la voltige. Alors ils sont faits dans le hangar en se suspendant aussi la tête en bas pour voir l'effet que ça faisait. Et le Cap-10 dans l'armée de l'air de l'espace, eh bien, il a été employé jusqu'en 2005. la crosse est sortie. Le Rafale Marine est doté de nouvelles technologies. On l'allège avec des matériaux composites plus résistants. Dans le poste de pilotage, aucun cadran à aiguille, qui seront remplacés par 3 gros écrans. Et puis, on a dans cet avion le hand and rest on stick, c'est-à-dire la main sur le manche et sur les gaz en même temps. On peut piloter l'avion sans quitter les mains des commandes pour plus de sécurité des vols. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça très sommairement. Sur la manette des gaz, il y a 32 boutons. Et avec un appui court ou plus ou moins long, on peut déclencher 192 ordres. Regardez ce pointement. Le pilote, d'un seul regard, pourra définir une cible. Sur ce magnifique et emblématique déjà avion, le Rafale.